Illusion perdue par Honoré de Balzac, partie 4 du livre audio, suite de la partie 1 du roman, Les deux poètes. Lucien sentit la terre petite sous ses pieds. Il revint chez David, suivi de ses espérances, comme Oreste l'était par ses furies, car il entrevoyait 1000 difficultés qui se comprenaient toutes dans ce mot terrible. Et de l'argent. La perspicacité de David l'épouvantait si fort qu'il s'enferma dans son joli cabinet pour se remettre de l'étourdissement que lui causait sa nouvelle position. Il fallait donc quitter cet appartement si chèrement établi, rendre inutile tant de sacrifices. Lucien pensa que sa mère pourrait loger là. David économiserait ainsi la coûteuse bâtisse qu'il avait projeté de faire au fond de la cour. Ce départ devait arranger sa famille. Il trouva 1000 raisons péremptoires à sa fuite, car il n'y a rien de jésuite comme un désir. Aussitôt, il courut à L'Houmeau chez sa sœur, pour lui apprendre sa nouvelle destinée et se concerter avec elle. En arrivant devant la boutique de Postel, il pensa que, s'il n'y avait pas d'autre moyen, il emprunterait au successeur de son père la somme nécessaire à son séjour durant 1 an. Si je vis avec Louise, 1 écu par jour sera pour moi comme une fortune, et cela ne fait que 1000 francs pour 1 an, se dit-il. Or, dans 6 mois, je serai riche. Ève et sa mère entendirent, sous la promesse d'un profond secret, les confidences de Lucien. Toutes deux pleurèrent en écoutant l'ambitieux, et, quand il voulut savoir la cause de ce chagrin, elles lui apprirent que tout ce qu'elle possédait avait été absorbé par le linge de table et de maison, par le trousseau d'Ève, par une multitude d'acquisitions auxquelles n'avait pas pensé David, et qu'elles étaient heureuses d'avoir faites, car l'imprimeur reconnaissait à Ève une dot de 10 000 francs. Lucien leur fit alors part de son idée d'emprunt, et madame Chardon se chargea d'aller demander à monsieur Postel 1000 francs pour 1 an. « Mais, Lucien, dit Ève, avec un serrement de cœur, tu n'assisteras donc pas à mon mariage ? Oh, reviens, j'attendrai quelques jours. Elle te laissera bien revenir ici dans une quinzaine, une fois que tu l'auras accompagnée. Elle nous accordera bien 8 jours, à nous, qui t'avons élevé pour elle. Notre union tournera mal si tu n'y es pas. Mais aurais-tu assez de 1000 francs ? Dit-elle en s'interrompant tout à coup. Quoique ton habit taille divinement, tu n'en as qu'un. Tu n'as que 2 chemises fines, et les 6 autres sont en grosse toile. Tu n'as que 3 cravates de batiste, les 3 autres sont en jaconas commun. Et puis, tes mouchoirs ne sont pas beaux. Trouveras-tu dans Paris une sœur pour te blanchir ton linge dans la journée où tu en auras besoin ? Il t'en faut bien davantage. Tu n'as qu'un pantalon de nankin fait cette année. Ceux de l'année dernière te sont justes. Il faudra donc te faire habiller à Paris. Les prix de Paris ne sont pas ceux d'Angoulême. Tu n'as que 2 gilets blancs de métable. J'ai déjà raccommodé les autres. Tiens, je te conseille d'emporter 2000 francs. En ce moment, David, qui entrait, parut avoir entendu ces 2 derniers mots, car il examina le frère et la sœur en gardant le silence. « Ne me cachez rien, dit-il. »« Eh bien, s'écria Ève, il part avec elle. »« Postel, dit madame Chardon en entrant sans voir David, consent à prêter les 1000 francs, mais pour 6 mois seulement, et il veut une lettre de change de toi acceptée par ton beau-frère, car il dit que tu n'offres aucune garantie. » La mère se retourna, vit son gendre et ses 4 personnes gardèrent un profond silence. La famille Chardon sentait combien elle avait abusé de David. Tous étaient honteux. Une larme roula dans les yeux de l'imprimeur. « Tu ne seras donc pas à mon mariage ? » dit-il. « Tu ne resteras donc pas avec nous ? Et moi qui ai dissipé tout ce que j'avais ? Ah, Lucien, moi qui apportais à Ève ces pauvres petits bijoux de mariée. Je ne savais pas, dit-il en essuyant ses yeux et tirant des écrins de sa poche, avoir à regretter de les avoir achetés.
Il posa plusieurs boîtes couvertes en maroquin sur la table, devant sa belle-mère. « Pourquoi pensez-vous tant à moi ?» dit Ève avec un sourire d'ange qui corrigeait sa parole. « Chère maman, dit l'imprimeur, allez dire à monsieur Postel que je consens à donner ma signature, car je vois sur ta figure, Lucien, que tu es bien décidé à partir. » Lucien inclina mollement et tristement la tête en ajoutant un moment après. « Ne me jugez pas mal, mes anges aimés. » Il prit Ève et David, les embrassa, les rapprocha de lui, les serra en disant « Attendez les résultats et vous saurez combien je vous aime. David, à quoi servirait notre hauteur de pensée si elle ne nous permettait pas de faire abstraction des petites cérémonies dans lesquelles les lois entortillent les sentiments ? Malgré la distance, mon âme ne sera-t-elle pas ici ? La pensée ne nous réunira-t-elle pas ? N'ai-je pas une destinée à accomplir ? Les libraires viendront-ils chercher ici mon archer de Charles IX et les marguerites ? Un peu plus tôt, un peu plus tard, ne faut-il pas toujours faire ce que je fais aujourd'hui ? Puis-je jamais rencontrer des circonstances plus favorables ? N'est-ce pas toute ma fortune que d'entrer, pour mon début à Paris, dans le salon de la marquise d'Espard ? Il a raison, dit Ève. Vous-même, ne me disiez-vous pas qu'il devait aller promptement à Paris ? David prit Ève par la main, l'emmena dans cet étroit cabinet où elle dormait depuis 7 années et lui dit à l'oreille : « Il a besoin de 2000 francs, disais-tu, mon amour ? Postel n'en prête que 1000. » Ève regarda son prétendu par un regard affreux qui disait toutes ses souffrances. « Écoute, mon Ève adorée, nous allons mal commencer la vie. Oui, mes dépenses ont absorbé tout ce que je possédais. Il ne me reste que 2000 francs, et la moitié est indispensable pour faire aller l'imprimerie. Donner 1000 francs à ton frère, c'est donner notre pain, compromettre notre tranquillité. Si j'étais seule, je sais ce que je ferais. Mais nous sommes 2. Décide. » Ève, éperdue, se jeta dans les bras de son amant, le baisa tendrement et lui dit à l'oreille, tout en pleurs : « Fais comme si tu étais seule. Je travaillerai pour regagner cette somme. » Malgré le plus ardent baiser que 2 fiancés aient jamais échangé, David laissa Ève abattue et revint trouver Lucien. « Ne te chagrine pas, lui dit-il, tu auras tes 2000 francs. »« Allez voir Postel, dit madame Chardon, car vous devez signer tous 2 le papier. » Quand les 2 amis remontèrent, ils surprirent Ève et sa mère à genoux qui priaient Dieu. Si elle savait combien d'espérances le retour devait réaliser, elle sentait en ce moment tout ce qu'elle perdait dans cet adieu, car elle trouvait le bonheur à venir payé trop cher par une absence qui allait briser leur vie et les jeter dans 1000 craintes sur les destinées de Lucien. « Si jamais tu oubliais cette scène, dit David à l'oreille de Lucien, tu serais le dernier des hommes. » L'imprimeur jugea sans doute ces graves paroles nécessaires. L'influence de madame de Bargeton ne l'épouvantait pas moins que la funeste mobilité de caractère qui pouvait tout aussi bien jeter Lucien dans une mauvaise comme dans une bonne voie. Ève eut bientôt fait le paquet de Lucien. Ce Fernand Cortès littéraire emportait peu de choses. Il garda sur lui sa meilleure redingote, son meilleur gilet et l'une de ses 2 chemises fines. Tout son linge, son fameux habit, ses effets et ses manuscrits formèrent un si mince paquet que, pour le cacher au regard de madame de Bargeton, David proposa de l'envoyer par la diligence à son correspondant, un marchand de papier, auquel il écrirait de le tenir à la disposition de Lucien. Malgré les précautions prises par madame de Bargeton pour cacher son départ, monsieur du Châtelet l'apprit et voulut savoir si elle ferait le voyage seule ou accompagnée de Lucien. Il envoya son valet de chambre à Ruffec, avec la mission d'examiner toutes les voitures qui relaieraient à la poste. « Si elle enlève son poète, pensa-t-il, elle est à moi. »
Lucien partit le lendemain au petit jour, accompagné de David, qui s'était procuré un cabriolet et un cheval, en annonçant qu'il allait traiter d'affaires avec son père, petit mensonge qui, dans les circonstances actuelles, était probable. Les deux amis se rendirent à Marsac, où ils passèrent une partie de la journée chez le vieil ours. Puis le soir, ils allèrent au-delà de Manseul attendre madame de Bargeton, qui arriva vers le matin. En voyant la vieille calèche sexagénaire qu'il avait tant de fois regardée sous la remise, Lucien éprouva l'une des plus vives émotions de sa vie. Il se jeta dans les bras de David, qui lui dit « Dieu veuille que ce soit pour ton bien ». L'imprimeur remonta dans son méchant cabriolet et disparut le cœur serré. Il avait d'horribles pressentiments sur les destinées de Lucien à Paris. Partie 2. Un grand homme de province à Paris. Ni Lucien, ni madame de Bargeton, ni Gentil, ni Albertine, la femme de chambre, ne parlèrent jamais des événements de ce voyage. Mais il est à croire que la présence continuelle des gens le rendit fort maussade pour un amoureux qui s'attendait à tous les plaisirs d'un enlèvement. Lucien, qui allait en poste pour la première fois de sa vie, fut très ébahi de voir semer sur la route d'Angoulême à Paris presque toute la somme qu'il destinait à sa vie d'une année. Comme les hommes qui unissent les grâces de l'enfance à la force du talent, il eut le tort d'exprimer ses naïfs étonnements à l'aspect des choses nouvelles pour lui. Un homme doit bien étudier une femme avant de lui laisser voir ses émotions et ses pensées comme elles se produisent. Une maîtresse aussi tendre que grande sourit aux enfantillages et les comprend, mais pour peu qu'elle ait de la vanité, elle ne pardonne pas à son amant de s'être montré enfant, vain ou petit. Beaucoup de femmes portent une si grande exagération dans leur culte qu'elles veulent toujours trouver un dieu dans leur idole, tandis que celle qui aime un homme pour lui-même, avant de l'aimer pour elle, adore ses petitesses autant que ses grandeurs. Lucien n'avait pas encore deviné que chez madame de Bargeton, l'amour était greffé sur l'orgueil. Il eut le tort de ne pas s'expliquer certains sourires qui échappèrent à Louise durant ce voyage, quand, au lieu de les contenir, il se laissait aller à ces gentillesses de jeune rat sorti de son trou. Les voyageurs débarquèrent à l'hôtel du Gaillard-Bois, rue de l'Échelle, avant le jour. Les deux amants étaient si fatigués l'un et l'autre qu'avant tout Louise voulut se coucher et se coucha, non sans avoir ordonné à Lucien de demander une chambre au-dessus de l'appartement qu'elle prit. Lucien dormit jusqu'à 4 heures du soir. Madame de Bargeton le fit éveiller pour dîner. Il s'habilla précipitamment en apprenant l'heure et trouva Louise dans une de ces ignobles chambres qui sont la honte de Paris, où, malgré tant de prétentions à l'élégance, il n'existe pas encore un seul hôtel où tout voyageur riche puisse retrouver son chez-soi. Quoiqu'il eût sur les yeux ces nuages que laisse un brusque réveil, Lucien ne reconnut pas sa Louise dans cette chambre froide, sans soleil, à rideaux passés, dont le carreau frotté semblait misérable, où le meuble était usé, de mauvais goût, vieux ou d'occasion. Il est en effet certaines personnes qui n'ont plus ni le même aspect, ni la même valeur, une fois séparées des figures, des choses, des lieux qui leur servent de cadre. Les physionomies vivantes ont une sorte d'atmosphère qui leur est propre, comme le clair-obscur des tableaux flamands est nécessaire à la vie des figures qui a placé le génie des peintres. Les gens de province sont presque tous ainsi. Puis madame de Bargeton parut plus digne, plus pensive qu'elle ne devait l'être, en un moment où commençait un bonheur sans entrave. Lucien ne pouvait se plaindre. Gentil et Albertine les servaient. Le dîner n'avait plus ce caractère d'abondance et d'essentielle bonté qui distingue la vie en province. Les plats coupés par la spéculation sortaient d'un restaurant voisin. Ils étaient maigrement servis. Ils sentaient la portion congrue. Paris n'est pas beau dans ces petites choses auxquelles sont condamnés les gens à fortune médiocre. Lucien attendit la fin du repas pour interroger Louise, dont le changement lui semblait inexplicable.
Il ne se trompait point. Un événement grave, car les réflexions sont les événements de la vie morale, était survenu pendant son sommeil. Sur les 2 heures après-midi, Sixte du Châtelet s'était présenté à l'hôtel, avait fait éveiller Albertine, avait manifesté le désir de parler à sa maîtresse, et il était revenu après avoir à peine laissé le temps à madame de Bargeton de faire sa toilette. Anaïs, dont la curiosité fut excitée par cette singulière apparition de monsieur du Châtelet, elle qui se croyait si bien cachée, l'avait reçu vers 3 heures. « Je vous ai suivi en risquant d'avoir une réprimande à l'administration, dit-il en la saluant, car je prévoyais ce qui vous arrive. Mais dussé-je perdre ma place, au moins vous ne serez pas perdu, vous. »« Que voulez-vous dire ?» s'écria madame de Bargeton. « Je vois bien que vous aimez Lucien, reprit-il d'un air tendrement résigné. Car il faut bien aimer un homme pour ne réfléchir à rien, pour oublier toutes les convenances, vous qui les connaissez si bien. Croyez-vous donc, chère Naïs adorée, que vous serez reçue chez madame d'Espard ou dans quelque salon de Paris que ce soit, du moment où l'on saura que vous vous êtes comme enfui d'Angoulême avec un jeune homme, et surtout après le duel de monsieur de Bargeton et de monsieur Chandour? Le séjour de votre mari à l'Escarbas a l'air d'une séparation. En un cas semblable, les gens comme il faut commencent par se battre pour leurs femmes et les laissent libres après. Aimez monsieur de Rubempré, protégez-le, faites-en tout ce que vous voudrez, mais ne demeurez pas ensemble. Si quelqu'un ici savait que vous avez fait le voyage dans la même voiture, vous seriez mis à l'index par le monde que vous voulez voir. D'ailleurs, Naïs, ne faites pas encore de ces sacrifices à un jeune homme que vous n'avez encore comparé à personne, qui n'a été soumis à aucune épreuve, et qui peut vous oublier ici pour une Parisienne en la croyant plus nécessaire que vous à ses ambitions. Je ne veux pas nuire à celui que vous aimez, mais vous me permettrez de faire passer vos intérêts avant les siens et de vous dire « étudiez-le ». Connaissez bien toute l'importance de votre démarche. Si vous trouvez les portes fermées, si les femmes refusent de vous recevoir, au moins n'ayez aucun regret de tant de sacrifices, en songeant que celui auquel vous les faites en sera toujours digne et les comprendra. Madame d'Espard est d'autant plus prude et sévère qu'elle-même est séparée de son mari, sans que le monde ait pu pénétrer la cause de leur désunion. Mais les Navarins, les Blamont-Chauvry, les Lenoncourt, tous ses parents l'ont entourée. Les femmes les plus collet montées vont chez elle et l'accueillent avec respect, en sorte que le marquis d'Espard a tort. Dès la première visite que vous lui ferez, vous reconnaîtrez la justesse de mes avis. Certes, je puis vous le prédire, moi qui connais Paris. En entrant chez la marquise, vous seriez au désespoir qu'elle sût que vous êtes à l'hôtel du Gaillard-Bois avec le fils d'un apothicaire, tout monsieur de Rubempré qu'il veut être. Vous aurez ici des rivales bien autrement astucieuses et rusées qu'Amélie. Elles ne manqueront pas de savoir qui vous êtes, où vous êtes, d'où vous venez, et ce que vous faites. Vous avez compté sur l'incognito, je le vois, mais vous êtes de ces personnes pour lesquelles l'incognito n'existe point. Ne rencontrerez-vous pas Angoulême partout? C'est les députés de la Charente qui viennent pour l'ouverture des chambres. C'est le général qui est à Paris en congé. Mais il suffira qu'un seul habitant d'Angoulême qui vous aperçoive pour que votre vie soit arrêtée d'une étrange manière. Vous ne seriez plus que la maîtresse de Lucien. Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, je suis chez le receveur général, rue du Faubourg Saint-Honoré, à 2 pas de chez madame d'Espard. Je connais assez la maréchale de Carigliano, madame de Sérisy et le président du conseil pour vous y présenter. Mais vous verrez tant de monde chez madame d'Espard que vous n'aurez pas besoin de moi. Loin d'avoir à désirer d'aller dans tel ou tel salon, vous serez désiré dans tous les salons. » Du Châtelet put parler sans que madame de Bargeton l'interrompît. Elle était saisie par la justesse de ses observations. La reine d'Angoulême avait, en effet, compté sur l'incognito. « Vous avez raison, chère amie, dit-elle. Mais comment faire ?» « Laissez-moi, répondit Châtelet. Vous cherchez un appartement tout meublé, convenable. Vous mènerez ainsi une vie moins chère que la vie des hôtels, et vous serez chez vous. Et si vous m'en croyez, vous y coucherez ce soir. »
Mais comment avez-vous connu mon adresse ? Dit-elle. Votre voiture était facile à reconnaître, et d'ailleurs je vous suivais. À Sèvres, le postillon qui vous a mené a dit votre adresse au mien. Me permettez-vous d'être votre maréchal des logis ? Je vous écrirai bientôt pour vous dire où je vous aurai casé. Eh bien, faites, dit-elle. Ce mot ne semblait rien. Et c'était tout. Le baron du Châtelet avait parlé la langue du monde à une femme du monde. Il s'était montré dans toute l'élégance d'une mise parisienne. Un joli cabriolet bien attelé l'avait amené. Par hasard, Madame de Bargeton se mit à la croisée pour réfléchir à sa position et vit partir le vieux dandy. Quelques instants après, Lucien, brusquement éveillé, brusquement habillé, se produisit à ses regards dans son pantalon de nankin de l'an dernier, avec sa méchante petite redingote. Il était beau, mais ridiculement mis. Habillé l'Apollon du Belvédère ou l'Antinoüs en porteur d'eau, reconnaîtrez-vous alors la divine création du ciseau grec ou romain ? Les yeux comparent avant que le cœur n'ait rectifié ce rapide jugement machinal. Le contraste entre Lucien et Châtelet fut trop brusque pour ne pas frapper les yeux de Louise. Lorsque vers 6 heures le dîner fut terminé, Madame de Bargeton fit signe à Lucien de venir près d'elle sur un méchant canapé de calicot rouge à fleurs jaunes où elle s'était assise. « Mon Lucien, dit-elle, n'es-tu pas d'avis que si nous avons fait une folie qui nous tue également, il y a de la raison à la réparer ? Nous ne devons, cher enfant, ni demeurer ensemble à Paris, ni laisser soupçonner que nous y soyons venus de compagnie. Ton avenir dépend beaucoup de ma position, et je ne dois la gâter d'aucune manière. Ainsi, dès ce soir, je vais aller me loger à quelques pas d'ici, mais tu demeureras dans cet hôtel, et nous pourrons nous voir tous les jours sans que personne y trouve à redire. » Louise expliqua les lois du monde à Lucien, qui ouvrit de grands yeux, sans savoir que les femmes qui reviennent sur leur folie reviennent sur leur amour. Il comprit qu'il n'était plus le Lucien d'Angoulême. Louise ne lui parlait que d'elle, de ses intérêts, de sa réputation, du monde. Et pour excuser son égoïsme, elle essayait de lui faire croire qu'il s'agissait de lui-même. Il n'avait aucun droit sur Louise, si promptement redevenue Madame de Bargeton. Et, chose plus grave, il n'avait aucun pouvoir. Aussi ne put-il retenir de grosses larmes qui roulèrent dans ses yeux. « Si je suis votre gloire, vous êtes encore plus pour moi. Vous êtes ma seule espérance et tout mon avenir. J'ai compris que si vous épousiez mes succès, vous deviez épouser mon infortune. Et voilà que déjà nous nous séparons. »« Vous jugez ma conduite, dit-elle. Vous ne m'aimez pas. » Lucien la regarda avec une expression si douloureuse qu'elle ne put s'empêcher de lui dire « Cher petit, je resterai si tu veux. Nous nous perdrons et resterons sans appui. Mais quand nous serons également misérables et tous deux repoussés, quand l'insuccès, car il faut tout prévoir, nous aura rejetés à l'escarbas, souviens-toi, mon amour, que j'aurais prévu cette fin et que je t'aurais proposé d'abord de parvenir selon les lois du monde en leur obéissant. »« Louise, répondit-il en l'embrassant, je suis effrayé de te voir si sage. Songe que je suis un enfant, que je me suis abandonné tout entier à ta chère volonté. Moi, je voulais triompher des hommes et des choses de vive force. Mais si je puis arriver plus promptement par ton aide que seul, je serais bien heureux de te devoir toutes mes fortunes. Pardonne. J'ai trop mis en toi pour ne pas tout craindre. Pour moi, une séparation est l'avant-coureur de l'abandon. Et l'abandon, c'est la mort. « Mais, cher enfant, le monde te demande peu de choses, répondit-elle. Il s'agit seulement de coucher ici, et tu demeureras tous les jours chez moi sans qu'on y trouve à redire. » Quelques caresses achevèrent de calmer Lucien. 1 heure après, Gentil apporta un mot par lequel Châtelet apprenait à Madame de Bargeton
qu'il lui avait trouvé un appartement rue Neuve du Luxembourg. Elle se fit expliquer la situation de cette rue, qui n'était pas très éloignée de la rue de l'Échelle, et dit à Lucien « Nous sommes voisins. » 2 heures après, Louise monta dans une voiture que lui envoyait Duchâtelet pour se rendre chez elle. L'appartement, un de ceux où les tapissiers mettent des meubles et qu'ils louent à de riches députés ou à de grands personnages venus pour peu de temps à Paris, était somptueux mais incommode. Lucien retourna sur les 11 heures à son petit hôtel du Gaillard-Bois, n'ayant encore vu de Paris que la partie de la rue Saint-Honoré qui se trouve entre la rue Neuve du Luxembourg et la rue de l'Échelle. Il se coucha dans sa misérable petite chambre, qu'il ne put s'empêcher de comparer au magnifique appartement de Louise. Au moment où il sortit de chez madame de Bargeton, le baron Châtelet y arriva, revenant de chez le ministre des Affaires étrangères, dans la splendeur d'une mise de bal. Il venait rendre compte de toutes les conventions qu'il avait faites pour madame de Bargeton. Louise était inquiète. Ce luxe l'épouvantait. Les mœurs de la province avaient fini par réagir sur elle. Elle était devenue méticuleuse dans ses comptes. Elle avait tant d'ordre qu'à Paris, elle allait passer pour avare. Elle avait emporté près de 20 000 francs en un bon du receveur général, en destinant cette somme à couvrir l'excédent de ses dépenses pendant 4 années. Elle craignait déjà de ne pas avoir assez et de faire des dettes. Châtelet lui apprit que son appartement ne lui coûtait que 600 francs par mois. « Une misère, dit-il, en voyant le haut-le-corps que fit Naïs. Vous avez à vos ordres une voiture pour 500 francs par mois, ce qui fait en tout 50 louis. Vous n'aurez plus qu'à penser à votre toilette. Une femme qui voit le grand monde ne saurait s'arranger autrement. Si vous voulez faire de monsieur de Bargeton un receveur général, ou lui offrir une place dans la maison du roi, vous ne devez pas avoir un air misérable. Ici l'on ne donne qu'aux riches. Il est fort heureux, dit-il, que vous ayez Gentil pour vous accompagner et Albertine pour vous habiller, car les domestiques sont une ruine à Paris. Vous mangerez rarement chez vous, lancés comme vous allez l'être. » Madame de Bargeton et le baron causèrent de Paris. Duchâtelet raconta les nouvelles du jour, les 1000 riens qu'on doit savoir sous peine de ne pas être de Paris. Il donna bientôt à Naïs des conseils sur les magasins où elle devait se fournir. Il lui indiqua Herbault pour les toques, Juliette pour les chapeaux et les bonnets. Il lui donna l'adresse de la couturière qui pouvait remplacer Victorine. Enfin, il lui fit sentir la nécessité de se désangoulémer. Puis, il partit sur le dernier trait d'esprit qu'il eut le bonheur de trouver. « Demain, dit-il négligemment, j'aurai sans doute une loge à quelque spectacle. Je viendrai vous prendre, vous et monsieur de Rubempré, car vous me permettrez de vous faire à vous deux les honneurs de Paris. » « Il a dans le caractère plus de générosité que je ne le pensais, » se dit madame de Bargeton en lui voyant inviter Lucien. Au mois de juin, les ministres ne savent que faire de leur loge au théâtre. Les députés ministériels et leurs commettants font leurs vendanges ou veillent à leur moisson. Leurs connaissances les plus exigeantes sont à la campagne ou en voyage. Aussi, vers cette époque, les plus belles loges des théâtres de Paris reçoivent-elles des hôtes hétéroclites que les habitués ne revoient plus et qui donnent au public l'air d'une tapisserie usée. Duchâtelet avait déjà pensé que, grâce à cette circonstance, il pourrait, sans dépenser beaucoup d'argent, procurer à Naïs les amusements qui affriandent le plus les provinciaux. Le lendemain, pour la première fois qu'il venait, Lucien ne trouva pas Louise. Madame de Bargeton était sortie pour quelques emplettes indispensables. Elle était allée tenir conseil avec les graves et illustres autorités en matière de toilette féminine que Châtelet lui avait citées, car elle avait écrit son arrivée à la marquise d'Espard. Quoique madame de Bargeton eût en elle-même cette confiance que donne une longue domination, elle avait singulièrement peur de paraître provinciale. Elle avait assez de tact pour savoir combien les relations entre femmes dépendent des premières impressions. Et, quoiqu'elle se sût de force à se mettre promptement au niveau des femmes supérieures comme madame d'Espard, elle sentait avoir besoin de bienveillance à son début,
et voulait surtout ne manquer d'aucun élément de succès. Aussi sut-elle à Châtelet un gré infini de lui avoir indiqué les moyens de se mettre à l'unisson du beau monde parisien. Par un singulier hasard, la marquise se trouvait dans une situation à être enchantée de rendre service à une personne de la famille de son mari. Sans cause apparente, le marquis d'Espard s'était retiré du monde. Il ne s'occupait ni de ses affaires, ni des affaires politiques, ni de sa famille, ni de sa femme. Devenue ainsi maîtresse d'elle-même, la marquise sentait le besoin d'être approuvée par le monde. Elle était donc heureuse de remplacer le marquis en cette circonstance en se faisant la protectrice de sa famille. Elle allait mettre de l'ostentation à son patronage afin de rendre les torts de son mari plus évidents. Dans la journée même, elle écrivit à madame de Bargeton, née Nègrepelisse, un de ces charmants billets où la forme est si jolie qu'il faut bien du temps avant d'y reconnaître le manque de fond. Elle était heureuse d'une circonstance qui rapprochait de la famille une personne de qui elle avait entendu parler et qu'elle souhaitait connaître, car les amitiés de Paris n'étaient pas si solides qu'elle ne désirât avoir quelqu'un de plus à aimer sur la terre. Et si cela ne devait pas avoir lieu, ce ne serait qu'une illusion à ensevelir avec les autres. Elle se mettait tout entière à la disposition de sa cousine, qu'elle serait allée voir sans une indisposition qui la retenait chez elle. Mais elle se regardait déjà comme son obligée de ce qu'elle eût songé à elle. Pendant sa première promenade vagabonde à travers les boulevards et la rue de la Paix, Lucien, comme tous les nouveaux venus, s'occupa beaucoup plus des choses que des personnes. À Paris, les masses s'emparent tout d'abord de l'attention. Le luxe des boutiques, la hauteur des maisons, l'affluence des voitures, les constantes oppositions que présentent un extrême luxe et une extrême misère saisissent avant tout. Surpris de cette foule à laquelle il était étranger, cet homme d'imagination éprouva comme une immense diminution de lui-même. Les personnes qui jouissent en province d'une considération quelconque et qui y rencontrent à chaque pas une preuve de leur importance ne s'accoutument point à cette perte totale et subite de leur valeur. Être quelque chose dans son pays et n'être rien à Paris sont deux états qui veulent des transitions, et ceux qui passent trop brusquement de l'un à l'autre tombent dans une espèce d'anéantissement. Pour un jeune poète qui trouvait un écho à tous ses sentiments, un confident pour toutes ses idées, une âme pour partager ses moindres sensations, Paris allait être un affreux désert. Lucien n'était pas allé chercher son bel habit bleu, en sorte qu'il fut gêné par la mesquinerie, pour ne pas dire le délabrement de son costume en se rendant chez madame de Bargeton à l'heure où elle devait être rentrée. Il y trouva le baron du Châtelet qui les emmena tous deux dîner au rocher de Cancale. Lucien, étourdi de la rapidité, du tournoiement parisien, ne pouvait rien dire à Louise. Ils étaient tous les trois dans la voiture, mais il lui pressa la main. Elle répondit amicalement à toutes les pensées qu'il exprimait ainsi. Après le dîner, Châtelet conduisit ses deux convives au vaudeville. Lucien éprouvait un secret mécontentement à l'aspect de du Châtelet. Il maudissait le hasard qui l'avait conduit à Paris. Le directeur des contributions mit le sujet de son voyage sur le compte de son ambition. Il espérait être nommé secrétaire général d'une administration et entrer au Conseil d'État comme maître des requêtes. Il venait demander raison des promesses qui lui avaient été faites, car un homme comme lui ne pouvait pas rester directeur des contributions. Il aimait mieux ne rien être, devenir député, rentrer dans la diplomatie. Il se grandissait. Lucien reconnaissait vaguement dans ce vieux beau la supériorité de l'homme du monde au fait de la vie parisienne. Il était surtout honteux de lui devoir ses jouissances. Là où le poète était inquiet et gêné, l'ancien secrétaire des commandements se trouvait comme un poisson dans l'eau. Du Châtelet souriait aux hésitations, aux étonnements, aux questions, aux petites fautes que le manque d'usage arrachait à son rival, comme les vieux loups de mer se moquent des novices qui n'ont pas le pied marin. Le plaisir qu'éprouvait Lucien en voyant pour la première fois le spectacle à Paris compensa le déplaisir que lui causaient ces confusions.
Cette soirée fut remarquable par la répudiation secrète d'une grande quantité de ses idées sur la vie de province. Le cercle s'élargissait, la société prenait d'autres proportions. Le voisinage de plusieurs jolies Parisiennes si élégamment, si fraîchement mises, lui fit remarquer la vieillerie de la toilette de madame de Bargeton, quoiqu'elle fût passablement ambitieuse. Ni les étoffes, ni les façons, ni les couleurs n'étaient de mode. La coiffure qui le séduisait tant à Angoulême lui parut d'un goût affreux comparé aux délicates inventions par lesquelles se recommandait chaque femme. « Va-t-elle rester comme ça ?» se dit-il, sans savoir que la journée avait été employée à préparer une transformation. En province, il n'y a ni choix ni comparaison à faire. L'habitude de voir les physionomies leur donne une beauté conventionnelle. Transportée à Paris, une femme qui passe pour jolie en province n'obtient pas la moindre attention, car elle n'est belle que par l'application du proverbe « Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois ». Les yeux de Lucien faisaient la comparaison que madame de Bargeton avait faite la veille entre lui et Châtelet. De son côté, madame de Bargeton se permettait d'étranges réflexions sur son amant. Malgré son étrange beauté, le pauvre poète n'avait point de tournure. Sa redingote, dont les manches étaient trop courtes, ses méchants gants de province, son gilet étriqué, le rendaient prodigieusement ridicule auprès des jeunes gens du balcon. Madame de Bargeton lui trouvait un air piteux. Châtelet, occupé d'elle, sans prétention, veillant sur elle avec un soin qui trahissait une passion profonde. Châtelet, élégant et à son aise comme un acteur qui retrouve les planches de son théâtre, regagnait en 2 jours tout le terrain qu'il avait perdu en 6 mois. Quoique le vulgaire n'admette pas que les sentiments changent brusquement, il est certain que 2 amants se séparent souvent plus vite qu'ils ne se sont liés. Il se préparait chez madame de Bargeton et chez Lucien un désenchantement sur eux-mêmes dont la cause était Paris. La vie s'y agrandissait aux yeux du poète, comme la société prenait une face nouvelle aux yeux de Louise. À l'un et à l'autre, il ne fallait plus qu'un accident pour trancher les liens qui les unissaient. Ce coup de hache, terrible pour Lucien, ne se fit pas longtemps attendre. Madame de Bargeton mit le poète à son hôtel et retourna chez elle accompagnée de du Châtelet, ce qui déplut horriblement au pauvre amoureux. « Que vont-ils dire de moi ?» pensait-il en montant dans sa triste chambre. « Ce pauvre garçon est singulièrement ennuyeux », dit du Châtelet en souriant quand la portière fut refermée. « Il en est ainsi de tous ceux qui ont un monde de pensées dans le cœur et dans le cerveau. Les hommes qui ont tant de choses à exprimer en de belles œuvres longtemps rêvées professent un certain mépris pour la conversation, commerce où l'esprit s'amoindrit en se monnayant, dit la fière nègre pelisse qui eut encore le courage de défendre Lucien, moins pour Lucien que pour elle-même. « Je vous accorde volontiers ceci, reprit le baron, mais nous vivons avec les personnes et non avec les livres. Tenez, chère Naïs, je le vois, il n'y a encore rien entre vous et lui. J'en suis ravi. Si vous vous décidez à mettre dans votre vie un intérêt qui vous a manqué jusqu'à présent, je vous en supplie, que ce ne soit pas pour ce prétendu homme de génie. Si vous vous trompiez. Si dans quelques jours, en le comparant aux véritables talents, aux hommes sérieusement remarquables que vous allez voir, vous reconnaissiez, chère belle sirène, avoir pris sur votre dos éblouissant et conduit au port, au lieu d'un homme armé de la lyre, un petit singe sans manières, sans portée, sot et avantageux, qui peut avoir de l'esprit à L'Houmeau, mais qui devient à Paris un garçon extrêmement ordinaire. Après tout, il se publie ici, par semaine, des volumes de vers dont le moindre vaut encore mieux que toute la poésie de Monsieur Chardon. De grâce, attendez et comparez. Demain, vendredi, il y a opéra, dit-il, en voyant la voiture entrant dans la rue Neuve du Luxembourg. Madame d'Espard dispose de la loge des premiers gentilshommes de la chambre, et vous y mènera sans doute. Pour vous voir dans votre gloire, j'irai dans la loge de madame de Sérisy. On donne les Danaïdes. Adieu, dit-elle.
Le lendemain, Madame de Bargeton tâcha de se composer une mise du matin convenable pour aller voir sa cousine, Madame d'Espard. Il faisait légèrement froid. Elle ne trouva rien de mieux dans ces vieilleries d'Angoulême qu'une certaine robe de velours vert, garnie d'une manière assez extravagante. De son côté, Lucien sentit la nécessité d'aller chercher son fameux habit bleu, car il avait pris en horreur sa maigre redingote, et il voulait se montrer toujours bien mis en songeant qu'il pourrait rencontrer la marquise d'Espard ou aller chez elle à l'improviste. Il monta dans un fiacre afin de rapporter immédiatement son paquet. En 2 heures de temps, il dépensa 3 ou 4 francs, ce qui lui donna beaucoup à penser sur les proportions financières de la vie parisienne. Après être arrivé au superlatif de sa toilette, il vint rue Neuve du Luxembourg, où, sur le pas de la porte, il rencontra Gentil en compagnie d'un chasseur magnifiquement emplumé. « J'allais chez vous, monsieur. Madame m'envoie ce petit mot pour vous, » dit Gentil, qui ne connaissait pas les formules du respect parisien, habitué qu'il était à la bonhomie des mœurs provinciales. Le chasseur prit le poète pour un domestique. Lucien décacheta le billet par lequel il apprit que Madame de Bargeton passait la journée chez la marquise d'Espard et allait le soir à l'opéra. Mais elle disait à Lucien de s'y trouver. Sa cousine lui permettait de donner une place dans sa loge au jeune poète, à qui la marquise était enchantée de procurer ce plaisir. « Elle m'aime donc. Mes craintes sont folles, se dit Lucien. Elle me présente à sa cousine dès ce soir. » Il bondit de joie et voulut passer joyeusement le temps qui le séparait de cette heureuse soirée. Il s'élança vers les Tuileries en rêvant de s'y promener jusqu'à l'heure où il irait dîner chez Véry. Voilà Lucien, gabant, sautillant, léger de bonheur, qui débouche sur la terrasse des Feuillants et la parcourt en examinant les promeneurs, les jolies femmes avec leurs adorateurs, les élégants, 2 par 2, bras dessus, bras dessous, se saluant les uns les autres par un coup d'œil en passant. Quelle différence de cette terrasse avec Beaulieu! Les oiseaux de ce magnifique perchoir étaient autrement jolis que ceux d'Angoulême. C'était tout le luxe de couleurs qui brille sur les familles ornithologiques des Indes ou de l'Amérique, comparé aux couleurs grises des oiseaux de l'Europe. Lucien passa 2 cruelles heures dans les Tuileries. Il y fit un violent retour sur lui-même et se jugea. D'abord, il ne vit pas un seul habit à ces jeunes élégants. S'il apercevait un homme en habit, c'était un vieillard hors la loi, quelque pauvre diable, un rentier venu du Marais ou quelque garçon de bureau. Après avoir reconnu qu'il y avait une mise du matin et une mise du soir, le poète aux émotions vives, au regard pénétrant, reconnut la laideur de sa défroque, les défectuosités qui frappaient de ridicule son habit dont la coupe était passée de mode, dont le bleu était faux, dont le collet était outrageusement disgracieux, dont les basques de devant, trop longtemps portées, penchaient l'une vers l'autre. Les boutons avaient rougi, les plis dessinaient de fatales lignes blanches. Puis son gilet était trop court, et la façon si grotesquement provinciale que, pour le cacher, il boutonna brusquement son habit. Enfin, il ne voyait de pantalons de Nankin qu'aux gens communs. Les gens comme il faut portaient de délicieuses étoffes de fantaisie ou le blanc toujours irréprochable. D'ailleurs, tous les pantalons étaient à sous-pieds, et le sien se mariait très mal avec les talons de ses bottes, pour lesquels les bords de l'étoffe recroquevillée manifestaient une violente antipathie. Il avait une cravate blanche à bout brodée par sa sœur, qui, après en avoir vu de semblables à monsieur de Hautois, à monsieur de Chandour, s'était empressé d'en faire de pareil à son frère. Non seulement personne, excepté les gens graves, quelques vieux financiers, quelques sévères administrateurs, ne portait de cravate blanche le matin, mais encore le pauvre Lucien vit passer de l'autre côté de la grille, sur le trottoir de la rue de Rivoli, un garçon épicier tenant un panier sur sa tête et sur qui l'homme d'Angoulême surprit 2 bouts de cravate brodés par la main de quelque grisette adorée. À cet aspect, Lucien reçut un coup à la poitrine, à cet organe encore mal défini où se réfugie notre sensibilité.
où, depuis qu'il existe des sentiments, les hommes portent la main, dans les joies comme dans les douleurs excessives. Ne taxez pas ce récit de puérilité. Certes, pour les riches qui n'ont jamais connu ces sortes de souffrances, il se trouve ici quelque chose de mesquin et d'incroyable, mais les angoisses des malheureux ne méritent pas moins d'attention que les crises qui révolutionnent la vie des puissants et des privilégiés de la terre. Puis, ne se rencontre-t-il pas autant de douleurs de part et d'autre? La souffrance agrandit tout. Enfin, changez les termes. Au lieu d'un costume plus ou moins beau, mettez un ruban, une distinction, un titre. Ces apparentes petites choses n'ont-elles pas tourmenté de brillantes existences? La question du costume est d'ailleurs énorme chez ceux qui veulent paraître avoir ce qu'ils n'ont pas, car c'est souvent le meilleur moyen de le posséder plus tard. Lucien eut une sueur froide en pensant que le soir il allait comparaître ainsi vêtu devant la marquise d'Espard, la parente d'un premier gentilhomme de la chambre du roi, devant une femme chez laquelle allaient les illustrations de tous les genres, des illustrations choisies. J'ai l'air du fils d'un apothicaire, d'un vrai courtaud de boutique, se dit-il à lui-même avec rage en voyant passer les gracieux, les coquets, les élégants jeunes gens des familles du faubourg Saint-Germain, qui tous avaient une manière à eux qui les rendait tous semblables par la finesse des contours, par la noblesse de la tenue, par l'air du visage, et tous différents par le cadre que chacun s'était choisi pour se faire valoir. Tous faisaient ressortir leurs avantages par une espèce de mise en scène que les jeunes gens entendent à Paris aussi bien que les femmes. Lucien tenait de sa mère les précieuses distinctions physiques dont les privilèges éclataient à ses yeux, mais cet or était dans sa gangue et non mis en œuvre. Ses cheveux étaient mal coupés. Au lieu de maintenir sa figure haute par une souple baleine, il se sentait enseveli dans un vilain col de chemise, et sa cravate, n'offrant pas de résistance, lui laissait pencher sa tête attristée. Quelle femme eût deviné ses jolis pieds dans la botte ignoble qu'il avait apportée d'Angoulême? Quel jeune homme eût envié sa jolie taille déguisée par le sac bleu qu'il avait cru jusqu'alors être un habit? Il voyait de ravissants boutons sur des chemises étincelantes de blancheur. La sienne était rousse. Tous ces élégants gentilshommes étaient merveilleusement gantés, et il avait des gants de gendarme. Celui-ci badinait avec une canne délicieusement montée. Celui-là portait une chemise à poignets retenue par de mignons boutons d'or. En parlant à une femme, l'un tordait une charmante cravache, et les plis abondants de son pantalon tacheté de quelques petites éclaboussures, ses éperons retentissants, sa petite redingote serrée, montraient qu'il allait remonter sur un des deux chevaux tenus par un tigre gros comme le poing. Un autre tirait de la poche de son gilet une montre plate comme une pièce de 100 sous, et regardait l'heure en homme qui avait avancé ou manqué l'heure d'un rendez-vous. En regardant ces jolies bagatelles que Lucien ne soupçonnait pas, le monde des superfluités nécessaires lui apparut, et il frissonna en pensant qu'il fallait un capital énorme pour exercer l'état de joli garçon. Plus il admirait ces jeunes gens à l'air heureux et dégagé, plus il avait conscience de son air étrange, l'air d'un homme qui ignore où aboutit le chemin qu'il suit, qui ne sait où se trouve le palais royal quand il y touche, et qui demande où est le Louvre à un passant qui répond « Vous y êtes ». Lucien se voyait séparé de ce monde par un abîme. Il se demandait par quels moyens il pouvait le franchir, car il voulait être semblable à cette svelte et délicate jeunesse parisienne. Tous ces patriciens saluaient des femmes divinement mises et divinement belles, des femmes pour lesquelles Lucien se serait fait hacher pour prix d'un seul baiser, comme le page de la comtesse de Königsmarck. Dans les ténèbres de sa mémoire, Louise, comparée à ses souveraines, se dessina comme une vieille femme. Il rencontra plusieurs de ces femmes dont on parlera dans l'histoire du XIXe siècle, de qui l'esprit, la beauté, les amours ne seront pas moins célèbres que celles des reines du temps passé. Il vit passer une fille sublime,
mesdemoiselles des Touches, si connue sous le nom de Camille Maupin, écrivain éminent, aussi grande par sa beauté que par un esprit supérieur, et dont le nom fut répété tout bas par les promeneurs et par les femmes. « Ah, se dit-il, voilà la poésie !» Qu'était madame de Bargeton auprès de cet ange brillant de jeunesse, d'espoir, d'avenir, au doux sourire, et dont l'œil noir était vaste comme le ciel, ardent comme le soleil. Elle riait en causant avec madame Firmiani, l'une des plus charmantes femmes de Paris. Une voix lui cria bien « L'intelligence est le levier avec lequel on remue le monde !» Mais une autre voix lui cria que le point d'appui de l'intelligence était l'argent. Il ne voulut pas rester au milieu de ses ruines et sur le théâtre de sa défaite. Il prit la route du Palais-Royal, après l'avoir demandé, car il ne connaissait pas encore la topographie de son quartier. Il entra chez Véry, commanda, pour s'initier au plaisir de Paris, un dîner qui le consola de son désespoir. Une bouteille de vin de Bordeaux, des huîtres d'Ostende, un poisson, une perdrix, un macaroni, des fruits, furent le nec plus ultra de ses désirs. Il savoura cette petite débauche en pensant à faire preuve d'esprit ce soir auprès de la marquise d'Espard et à racheter la mesquinerie de son bizarre accoutrement par le déploiement de ses richesses intellectuelles. Il fut tiré de ses rêves par le total de la carte, qui lui enleva les 50 francs avec lesquels il croyait aller fort loin dans Paris. Ce dîner coûtait 1 mois de son existence d'Angoulême. Aussi ferma-t-il respectueusement la porte de ce palais, en pensant qu'il n'y remettrait jamais les pieds. Ève avait raison, se dit-il en s'en allant par la galerie de pierre, chez lui pour y reprendre de l'argent. Les prix de Paris ne sont pas ceux de L'Houmeau. Chemin faisant, il admira les boutiques des tailleurs, et songeant aux toilettes qu'il avait vues le matin, « Non, s'écria-t-il, je ne paraîtrai pas fagoté comme je le suis devant madame d'Espard. » Il courut avec une vélocité de cerf jusqu'à l'hôtel du Gaillard-Bois, monta dans sa chambre, y prit 100 écus et redescendit au Palais-Royal pour s'y habiller de pied en cap. Il avait vu des bottiers, des lingers, des giletiers, des coiffeurs au Palais-Royal où sa future élégance était éparse dans 10 boutiques. Le premier tailleur chez lequel il entra lui fit essayer autant d'habits qu'il voulut en mettre et lui persuada qu'ils étaient tous de la dernière mode. Lucien sortit possédant un habit vert, un pantalon blanc et un gilet de fantaisie pour la somme de 200 francs. Il eut bientôt trouvé une paire de bottes fort élégantes et à son pied. Enfin, après avoir fait emplette de tout ce qui lui était nécessaire, il demanda le coiffeur chez lui où chaque fournisseur apporta sa marchandise. À 7 heures du soir, il monta dans un fiacre et se fit conduire à l'opéra, frisé comme un Saint-Jean de procession, bien gileté, bien cravaté, mais un peu gêné dans cette espèce d'étui où il se trouvait pour la première fois. Suivant la recommandation de madame de Bargeton, il demanda la loge des premiers gentilshommes de la chambre. À l'aspect d'un homme dont l'élégance empruntée le faisait ressembler à un premier garçon de noces, le contrôleur le pria de montrer son coupon. « Je n'en ai pas. »« Vous ne pouvez pas entrer, » lui répondit-on sèchement. « Mais je suis de la société de madame d'Espard, » dit-il. « Nous ne sommes pas tenus de savoir cela, » dit l'employé qui ne put s'empêcher d'échanger un imperceptible sourire avec ses collègues du contrôle. En ce moment, une voiture s'arrêta sous le péristyle. Un chasseur, que Lucien ne reconnut pas, déplia le marchepied d'un coupé d'où sortirent 2 femmes parées. Lucien, qui ne voulut pas recevoir du contrôleur quelque impertinent avis pour se ranger, fit place aux 2 femmes. « Mais cette dame est la marquise d'Espard que vous prétendez connaître, monsieur, » dit ironiquement le contrôleur à Lucien. Lucien fut d'autant plus abasourdi que madame de Bargeton n'avait pas l'air de le reconnaître dans son nouveau plumage. Mais quand il l'aborda, elle lui sourit et lui dit « Cela se trouve à merveille. Venez. » Les gens du contrôle étaient redevenus sérieux. Lucien suivit madame de Bargeton qui, tout en montant le vaste escalier de l'opéra, présenta son rubempré à sa cousine.
La loge des premiers gentilshommes est celle qui se trouve dans l'un des 2 pans coupés au fond de la salle. On y est vu comme on y voit de tous côtés. Lucien se mit derrière sa cousine, sur une chaise, heureux d'être dans l'ombre. « Monsieur de Rubempré, dit la marquise d'un ton de voix flatteur, vous venez pour la première fois à l'opéra. Ayez-en tout le coup d'œil. Prenez ce siège. Mettez-vous sur le devant. Nous vous le permettons. » Lucien obéit. Le premier acte de l'opéra finissait. « Vous avez bien employé votre temps ?» lui dit Louise à l'oreille, dans le premier moment de surprise que lui causa le changement de Lucien. Louise était restée la même. Le voisinage d'une femme à la mode, de la marquise d'Espard, cette madame de Bargeton de Paris, lui nuisait tant. La brillante parisienne faisait si bien ressortir les imperfections de la femme de province que Lucien, doublement éclairé par le beau monde de cette pompeuse salle et par cette femme éminente, vit enfin dans la pauvre Anaïs de Nègrepelisse la femme réelle, la femme que les gens de Paris voyaient, une femme grande, sèche, couperosée, fanée, plus que rousse, anguleuse, guindée, précieuse, prétentieuse, provinciale dans son parler, mal arrangée surtout. En effet, les plis d'une vieille robe de Paris attestent encore du goût. On se l'explique, on devine ce qu'elle fut, mais une vieille robe de province est inexplicable, elle est risible. La robe et la femme étaient sans grâce ni fraîcheur, le velours était miroité comme le teint. Lucien, honteux d'avoir aimé cet os de sèche, se promit de profiter du premier accès de vertu de sa Louise pour la quitter. Son excellente vue lui permettait de voir les lorgnettes braquées sur la loge aristocratique par excellence. Les femmes les plus élégantes examinaient certainement madame de Bargeton, car elles souriaient toutes en se parlant. Si madame d'Espard reconnut au geste et au sourire féminin la cause des sarcasmes, elle y fut tout à fait insensible. D'abord, chacun devait reconnaître dans sa compagne la pauvre parente venue de province, de laquelle peut être affligée toute famille parisienne. Puis sa cousine lui avait parlé toilette en lui manifestant quelques craintes. Elle l'avait rassurée en s'apercevant qu'Anaïs, une fois habillée, aurait bientôt pris les manières parisiennes. Si madame de Bargeton manquait d'usage, elle avait la hauteur native d'une femme noble et ce je ne sais quoi que l'on peut nommer la race. Le lundi suivant, elle prendrait donc sa revanche. D'ailleurs, une fois que le public aurait appris que cette femme était sa cousine, la marquise savait qu'il suspendrait le cours de ses railleries et attendrait un nouvel examen avant de la juger. Lucien ne devinait pas le changement que ferait dans la personne de Louise une écharpe roulée autour du cou, une jolie robe, une élégante coiffure et les conseils de madame d'Espard. En montant l'escalier, la marquise avait déjà dit à sa cousine de ne pas tenir son mouchoir déplié à la main. Le bon ou le mauvais goût tiennent à 1000 petites nuances de ce genre, qu'une femme d'esprit saisit promptement et que certaines femmes ne comprendront jamais. Madame de Bargeton, déjà pleine de bon vouloir, était plus spirituelle qu'il ne le fallait pour reconnaître en quoi elle péchait. Madame d'Espard, sûre que son élève lui ferait honneur, ne s'était pas refusée à la former. Enfin, il s'était fait entre ces 2 femmes un pacte cimenté par leur mutuel intérêt. Madame de Bargeton avait soudain voué un culte à l'idole du jour dont les manières, l'esprit et l'entourage l'avaient séduite, éblouie, fascinée. Elle avait reconnu chez madame d'Espard l'occulte pouvoir de la grande dame ambitieuse et s'était dit qu'elle parviendrait en se faisant le satellite de cet astre. Elle l'avait donc franchement admiré. La marquise avait été sensible à cette naïve conquête. Elle s'était intéressée à sa cousine en la trouvant faible et pauvre. Puis elle s'était assez bien arrangée d'avoir une élève pour faire école et ne demandait pas mieux que d'acquérir en madame de Bargeton une espèce de dame d'atour, une esclave qui chanterait ses louanges, trésor encore plus rare parmi les femmes de Paris qu'un critique dévoué dans la gente littéraire.
Cependant, le mouvement de curiosité devenait trop visible pour que la nouvelle débarquée ne s'en aperçût pas, et madame d'Espard voulut poliment lui faire prendre le change sur cet émoi. « S'il nous vient des visites, lui dit-elle, nous saurons peut-être à quoi nous devons l'honneur d'occuper ces dames. » Je soupçonne fort ma vieille robe de velours et ma figure angoumoisine d'amuser les Parisiennes, dit en riant madame de Bargeton. Non, ce n'est pas vous. Il y a quelque chose que je ne m'explique pas, ajouta-t-elle en regardant le poète qu'elle regarda pour la première fois et qu'elle parut trouver singulièrement mis. Voici monsieur du Châtelet, dit en ce moment Lucien en levant le doigt pour montrer la loge de madame de Sérisy où le vieux beau remis à neuf venait d'entrer. À ce signe, madame de Bargeton se mordit les lèvres de dépit, car la marquise ne put retenir un regard et un sourire d'étonnement qui disait si dédaigneusement « D'où sort ce jeune homme ?» que Louise se sentit humiliée dans son amour, la sensation la plus piquante pour une Française, et qu'elle ne pardonne pas à son amant de lui causer. Dans ce monde où les petites choses deviennent grandes, un geste, un mot perdent un débutant. Le principal mérite des belles manières et du ton de la haute compagnie est d'offrir un ensemble harmonieux où tout est si bien fondu que rien ne choque. Ceux mêmes qui, soit par ignorance, soit par un emportement quelconque de la pensée, n'observent pas les lois de cette science, comprendront tous qu'en cette matière, une seule dissonance est, comme en musique, une négation complète de l'art lui-même, dont toutes les conditions doivent être exécutées dans la moindre chose, sous peine de ne pas être. « Qui est ce monsieur ?» demanda la marquise en montrant Châtelet. « Connaissez-vous donc déjà madame de Sérisy ?»« Ah, cette personne est la fameuse madame de Sérisy qui a eu tant d'aventures et qui néanmoins est reçue partout. »« Une chose inouïe, ma chère, » répondit la marquise, « une chose explicable mais inexpliquée. Les hommes les plus redoutables sont ses amis, et pourquoi ? Personne n'ose sonder ce mystère. Ce monsieur est-il donc le lion d'Angoulême ? » Mais monsieur le baron du Châtelet, dit Anaïs, qui par vanité rendit à Paris le titre qu'elle contestait à son adorateur, est un homme qui a fait beaucoup parler de lui. C'est le compagnon de monsieur de Montriveau. Ah, fit la marquise, je n'entends jamais ce nom sans penser à la pauvre duchesse de Langeais, qui a disparu comme une étoile filante. Voici, reprit-elle, en montrant une loge, monsieur de Rastignac et madame de Nucingen, la femme d'un fournisseur, banquier, homme d'affaires, brocanteur en grand, un homme qui s'impose au monde de Paris par sa fortune et qu'on dit peu scrupuleux sur les moyens de l'augmenter. Il se donne 1000 peines pour faire croire à son dévouement pour les Bourbons. Il a déjà tenté de venir chez moi. En prenant la loge de madame de Langeais, sa femme a cru qu'elle en aurait les grâces, l'esprit et le succès. Toujours la falbe du jet qui prend les plumes du paon. Comment font monsieur et madame de Rastignac, à qui nous ne connaissons pas 1000 écus de rente, pour soutenir leur fils à Paris, dit Lucien à madame de Bargeton en s'étonnant de l'élégance et du luxe que révélait la mise de ce jeune homme. « Il est facile de voir que vous venez d'Angoulême, » répondit la marquise assez ironiquement sans quitter sa lorgnette. Lucien ne comprit pas. Il était tout entier à l'aspect des loges où il devinait les jugements qui s'y portaient sur madame de Bargeton et la curiosité dont il était l'objet. De son côté, Louise était singulièrement mortifiée du peu d'estime que la marquise faisait de la beauté de Lucien. « Il n'est donc pas si beau que je le croyais, » se disait-elle. De là à le trouver moins spirituel, il n'y avait qu'un pas. La toile était baissée. Châtelet, qui était venu faire une visite à la duchesse de Carigliano, dont la loge avoisinait celle de madame d'Espard, y salua madame de Bargeton, qui répondit par une inclination de tête. Une femme du monde voit tout, et la marquise remarqua la tenue supérieure de du Châtelet. En ce moment, 4 personnes entrèrent successivement dans la loge de la marquise, 4 célébrités parisiennes. Le premier était monsieur de Marsay, homme fameux par les passions qu'il inspirait,
remarquable surtout par une beauté de jeune fille, beauté molle, efféminée, mais corrigée par un regard fixe, calme, fauve et rigide, comme celui d'un tigre. On l'aimait, et il effrayait. Lucien était aussi beau, mais chez lui, le regard était si doux, son œil bleu était si limpide, qu'il ne paraissait pas susceptible d'avoir cette force et cette puissance à laquelle s'attachent tant les femmes. D'ailleurs, rien ne faisait encore valoir le poète, tandis que de Marsay avait un entrain d'esprit, une certitude de plaire, une toilette appropriée à sa nature qui écrasait autour de lui tous ses rivaux. Jugez de ce que pouvait être dans ce voisinage Lucien, gourmet, gommé, roide et neuf comme ses habits. De Marsay avait conquis le droit de dire des impertinences par l'esprit qu'il leur donnait, et par la grâce des manières dont il les accompagnait. L'accueil de la marquise indiqua soudain à madame de Bargeton la puissance de ce personnage. Le second était l'un des deux Vandenesse, celui qui avait causé l'éclat de Lady Dudley, un jeune homme doux et spirituel, modeste, et qui réussissait par des qualités tout opposées à celles qui faisaient la gloire de Marsay. Le troisième était le général Montriveau, l'auteur de la perte de la duchesse de Langeais. Le quatrième était monsieur de Canalis, un des plus illustres poètes de cette époque, un jeune homme qui n'en était encore qu'à l'aube de sa gloire et qui se contentait d'être un gentilhomme aimable et spirituel. Il essayait de se faire pardonner son génie, mais on devinait dans ses formes un peu sèches, dans sa réserve, une énorme ambition qui devait plus tard faire tort à la poésie et le lancer au milieu des orages politiques. Sa beauté froide et compassée, mais pleine de dignité, rappelait Canning. En voyant ces quatre figures si remarquables, madame de Bargeton s'expliqua le peu d'attention de la marquise pour Lucien. Puis, quand la conversation commença, quand chacun de ces esprits si fins, si délicats, se révéla par des traits qui avaient plus de sens, plus de profondeur que ce qu'Anaïs entendait durant un mois en province, quand surtout le grand poète fit entendre une parole vibrante où se retrouvait le positif de cette époque, mais doré de poésie, Louise comprit ce que Duchâtelet lui avait dit la veille. Lucien ne fut plus rien. Chacun regardait le pauvre inconnu avec une si cruelle indifférence, il était si bien là comme un étranger qui ne savait pas la langue, que la marquise en eut pitié. « Permettez-moi, monsieur, dit-elle à Canalis, de vous présenter monsieur de Rubempré. Vous occupez une position trop haute dans le monde littéraire pour ne pas accueillir un débutant. Monsieur de Rubempré arrive d'Angoulême. Il aura sans doute besoin de votre protection auprès de ceux qui mettent ici le génie en lumière. Il n'a pas encore d'ennemi qui puisse faire sa fortune en l'attaquant. N'est-ce pas une entreprise assez originale pour la tenter que de lui faire obtenir par l'amitié ce que vous tenez de la haine ?» Les quatre personnages regardèrent alors Lucien pendant le temps que la marquise parla. Quoiqu'à 2 pas du nouveau venu, de Marsay prit son lorgnon pour le voir. Son regard allait de Lucien à madame de Bargeton et de madame de Bargeton à Lucien, en les appareillant par une pensée moqueuse qui les mortifia cruellement l'un et l'autre. Il les examinait comme 2 bêtes curieuses, et il souriait. Ce sourire fut un coup de poignard pour le grand homme de province. Félix de Vandenesse eut un air charitable. Montriveau jeta sur Lucien un regard pour le sonder jusqu'au tuf. « Madame, dit monsieur de Canalis en s'inclinant, je vous obéirai, malgré l'intérêt personnel qui nous porte à ne pas favoriser nos rivaux. Mais vous nous avez habitués au miracle. »« Eh bien, faites-moi le plaisir de venir dîner lundi chez moi avec monsieur de Rubempré. Vous causerez plus à l'aise qu'ici des affaires littéraires. Je tâcherai de racoler quelques-uns des tyrans de la littérature et les célébrités qui la protègent, l'auteur d'Ourika et quelques jeunes poètes bien pensants. »« Madame la marquise, dit de Marsay, si vous patronnez, monsieur pour son esprit, moi je le protégerai pour sa beauté. Je lui donnerai des conseils qui en feront le plus heureux dandy de Paris. Après cela, il sera poète s'il veut. »
Madame de Bargeton remercia sa cousine par un regard plein de reconnaissance. « Je ne vous savais pas jaloux des gens d'esprit, » dit Montriveau à de Marsay. « Le bonheur tue les poètes. »« Est-ce pour cela que monsieur cherche à se marier ?» reprit le dandy en s'adressant à Canalis. Lucien, qui se sentait dans ses habits comme une statue égyptienne dans sa gaine, était honteux de ne rien répondre. Enfin, il dit de sa voix tendre à la marquise. « Vos bontés, madame, me condamnent à n'avoir que des succès. » Du Châtelet entra dans ce moment, en saisissant aux cheveux l'occasion de se faire appuyer auprès de la marquise par Montriveau, un des rois de Paris. Il salua madame de Bargeton et pria madame d'Espard de lui pardonner la liberté qu'il prenait d'envahir sa loge. Il était séparé depuis si longtemps de son compagnon de voyage. Montriveau et lui se revoyaient pour la première fois après s'être quittés au milieu du désert. « Se quitter dans le désert et se retrouver à l'opéra, » dit Lucien. « C'est une véritable reconnaissance de théâtre, » dit Vandenesse. Montriveau présenta le baron du Châtelet à la marquise, et la marquise fit à l'ancien secrétaire des commandements de l'Altesse impériale un accueil d'autant plus flatteur qu'elle l'avait déjà vu bien reçu dans 3 loges, que madame de Sérisy n'admettait que des gens bien posés, et qu'enfin il était le compagnon de Montriveau. Ce dernier titre avait une si grande valeur que madame de Bargeton put remarquer dans le ton, dans les regards et dans les manières des 4 personnages qu'il reconnaissait du Châtelet pour un des leurs sans discussion. La conduite sultanesque tenue par Châtelet en province fut tout à coup expliquée à Naïs. Enfin du Châtelet vit Lucien et lui fit un de ces petits saluts secs et froids par lesquels un homme en déconsidère un autre, en indiquant aux gens du monde la place infime qu'il occupe dans la société. Il accompagna son salut d'un air sardonique par lequel il semblait dire « Par quel hasard se trouve-t-il là ?» Du Châtelet fut bien compris, car de Marsay se pencha vers Montriveau pour lui dire à l'oreille, de manière à se faire entendre du baron. « Demandez-lui donc quel est ce singulier jeune homme qui a l'air d'un mannequin habillé à la porte d'un tailleur. » Du Châtelet parla pendant un moment à l'oreille de son compagnon, en ayant l'air de renouveler connaissance, et sans doute il coupa son rival en 4. Surpris par l'esprit d'à-propos, par la finesse avec laquelle ces hommes formulaient leurs réponses, Lucien était étourdi par ce qu'on nomme le trait, le mot surtout, par la désinvolture de la parole et l'aisance des manières. Le luxe qu'il avait épouvanté le matin dans les choses, il le retrouvait dans les idées. Il se demandait par quel mystère ces gens trouvaient à brûle-pourpoint des réflexions piquantes, des réparties, qu'ils n'auraient imaginées qu'après de longues méditations. Puis, non seulement ces 5 hommes du monde étaient à l'aise par la parole, mais ils l'étaient dans leurs habits. Ils n'avaient rien de neuf ni rien de vieux. En eux, rien ne brillait, et tout attirait le regard. Leur luxe d'aujourd'hui était celui d'hier. Il devait être celui du lendemain. Lucien devina qu'il avait l'air d'un homme qui s'était habillé pour la première fois de sa vie. « Mon cher, disait de Marsay à Félix de Vandenesse, ce petit Rastignac se lance comme un cerf-volant. Le voilà chez la marquise de Listomère. Il fait des progrès, il nous lorgne. »« Il connaît sans doute monsieur, reprit le dandy en s'adressant à Lucien, mais sans le regarder. « Il est difficile, répondit madame de Bargeton, que le nom du grand homme dont nous sommes fiers ne soit pas venu jusqu'à lui. Sa sœur a entendu dernièrement monsieur de Rubempré nous lire de très beaux vers. » Félix de Vandenesse et de Marsay saluèrent la marquise et se rendirent chez madame de Listomère. Le second acte commença, et chacun laissa madame d'Espard, sa cousine, et Lucien seul. Les uns pour aller expliquer madame de Bargeton aux femmes intriguées de sa présence, les autres pour raconter l'arrivée du poète et se moquer de sa toilette. Lucien fut heureux de la diversion que produisait le spectacle. Toutes les craintes de madame de Bargeton relativement à Lucien
furent augmentés par l'attention que sa cousine avait accordée au baron du Châtelet, et qui avait un tout autre caractère que sa politesse protectrice envers Lucien. Pendant le second acte, la loge de madame de Listomère resta pleine de monde et parut agitée par une conversation où il s'agissait de madame de Bargeton et de Lucien. Le jeune Rastignac était évidemment l'amuseur de cette loge. Il donnait le branle à ce rire parisien qui, se portant chaque jour sur une nouvelle pâture, s'empresse d'épuiser le sujet présent en faisant quelque chose de vieux et d'usé dans un seul moment. Madame d'Espard devint inquiète, mais elle devinait les mœurs parisiennes et savait qu'on ne laisse ignorer aucune médisance à ceux qu'elle blesse. Elle attendit la fin de l'acte. Quand les sentiments se sont retournés sur eux-mêmes, comme chez Lucien et chez madame de Bargeton, il se passe d'étranges choses en peu de temps. Les révolutions morales s'opèrent par des lois d'un effet rapide. Louise avait présente à la mémoire les paroles sages et politiques que du Châtelet lui avait dites sur Lucien en revenant du vaudeville. Chaque phrase était une prophétie, et Lucien prit à tâche de les accomplir toutes. En perdant ses illusions sur madame de Bargeton, comme madame de Bargeton perdait les siennes sur lui, le pauvre enfant, de qui la destinée ressemblait un peu à celle de Jean-Jacques Rousseau, l'imita en ce point qu'il fut fasciné par madame d'Espard. Et il s'amouracha d'elle aussitôt. Les jeunes gens ou les hommes qui se souviennent de leurs émotions de jeunesse comprendront que cette passion était extrêmement probable et naturelle. Les jolies petites manières, ce parler délicat, ce son de voix fin, cette femme fluette, si noble, si haut placée, si enviée, cette reine apparaissait au poète comme madame de Bargeton lui était apparue à Angoulême. La mobilité de son caractère le poussa promptement à désirer cette haute protection. Le plus sûr moyen était de posséder la femme. Il aurait tout alors. Il avait réussi à Angoulême, pourquoi ne réussirait-il pas à Paris ? Involontairement et malgré les magies de l'opéra, toutes nouvelles pour lui, son regard, attiré par cette magnifique Célimène, se coulait à tout moment vers elle. Et plus il la voyait, plus il avait envie de la voir. Madame de Bargeton surprit un des regards pétillants de Lucien. Elle l'observa et le vit plus occupé de la marquise que du spectacle. Elle se serait de bonne grâce résignée à être délaissée pour les 50 filles de Danaus. Mais quand un regard plus ambitieux, plus ardent, plus significatif que les autres, lui expliqua ce qui se passait dans le cœur de Lucien, elle devint jalouse, mais moins pour l'avenir que pour le passé. « Il ne m'a jamais regardée ainsi, pensa-t-elle. Mon Dieu, Châtelet avait raison. » Elle reconnut alors l'erreur de son amour. Quand une femme arrive à se repentir de ses faiblesses, elle passe comme une éponge sur sa vie, afin d'en effacer tout. Quoique chaque regard de Lucien la courrouçât, elle demeura calme. Merci pour votre écoute. Suite au prochain épisode. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Si vous avez apprécié, merci de mettre un pouce en l'air, un commentaire et partager. À bientôt.